Le petit déjeuner politique. C'est le petit déjeuner politique de Philippe de Villiers, auteur des Gaulois réfractaires, demande des comptes au Nouveau Monde aux éditions Fayard, un fondateur du Puy du Fou et ancien ministre. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour. Vous décrivez la façon de mener le pouvoir d'Emmanuel Macron en vous appuyant sur vos conversations avec lui et son épouse Brigitte lors de la visite au Puy du Fou en août 2016 avant de se déclarer candidat. On va y revenir tout à l'heure, mais avant ça, il y a l'actualité ce matin avec la nouvelle soirée de violence à Dijon. On en a parlé tout à l'heure, entre des Tchétchènes venus de toute la France et même de l'Europe pour venger l'agression d'un jeune de leur communauté par des dealers locaux. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces scènes d'affrontement comme on les a vues depuis 3 jours maintenant, 4 jours même? On est en train de franchir un cran. Alors, premièrement, quand on écoute la radio, on entend la communauté tchétchène contre la communauté maghrébine. Très intéressant comme expression, ça veut dire que ça y est, on a chez nous le communautarisme, des communautés, c'est-à-dire des enclaves étrangères qui se battent entre elles sur le territoire national. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on voit à la télévision? On voit des kalachnikovs, on voit des armes de guerre. Donc en fait, l'atmosphère, c'est une atmosphère de pré-guerre civile. Donc il y a des enclaves étrangères avec des communautés qui se battent entre elles. Des kalachnikovs, qu'est-ce qu'on découvre? Mais il y a déjà eu des communautés comme ça. Les gitans, par exemple, parfois, les gens du voyage allaient mener des expéditions quand ils avaient été... C'est vrai, depuis des années. Mais on se rassure toujours avec l'idée, mais bien sûr, les roulottes, la strada de Fellini, etc., on peut aussi toujours. Mais en fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est que les générations politiciennes successives, au nom de l'accueil de l'autre, ont installé chez nous des colonies de barbares. C'est-à-dire des enclaves étrangères où on ne veut pas vivre à la française, où on ne veut pas de l'art de vivre à la française, où on ne veut pas de la pensée française, et où on attend de pouvoir expulser les Français de chez eux sur leur propre sol. C'est-à-dire qu'en réalité, ces gens-là qui se battent entre eux attendent de pouvoir se battre grâce à M. Castaner, qui a fait la génuflexion devant eux, pour que la France s'excuse d'être elle-même, pour qu'elle accepte la mise en accusation à la fois de son passé, de son patrimoine, de sa personnalité, de son identité. Et en face de ça, vous avez une classe politique, toute tendance confondue, qui fait la genuflexion, c'est-à-dire qui accepte d'examiner son propre passé en disant « Oui, nous sommes coupables ». Oui, mais est-ce que ce sont vraiment, Philippe de Villiers, des communautés... nous sommes appelés à disparaître. Non, mais est-ce que vraiment... Alors là, vous poussez en fait très loin. Est-ce que ce ne sont pas des gangs mafieux qui s'affrontent, comme il y a eu, malheureusement, déjà aussi par le passé, des gangs mafieux qui s'affrontaient pour le contrôle de quartiers, de trafic, de deals, quoi. Vous avez raison. Ça, alors, vous avez raison, j'ai pas parlé de ça, mais il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Mais, avec une espèce de tolérance générale de nos élites à la drogue, à tous les réseaux de drogue contre lesquels on ne lutte pas vraiment. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, Patrick Roger, c'est la coïncidence avec Castaner. C'est-à-dire il y a une semaine, on a eu un autre phénomène, le militantisme, racialisme. Bon, c'est-à-dire des gens qui considèrent que la police est raciste. En fait, c'est pas ça. En fait, ce sont des gens qui veulent plus que la police vienne les déranger chez eux, dans leurs enclaves étrangères. C'est un autre phénomène. Et qui sont en train de nous expliquer que le peuple français est un peuple raciste. Et qu'est-ce qu'on a vu face à ça? La panique à bord, avec Macron, Castaner, Belloubet, et Castaner qui désarme moralement et juridiquement sa police pour pouvoir plaire à Assa Traoré, à la famille Traoré, bien sous tout rapport, comme on sait. Voilà. Et donc, vous avez... Est-ce qu'il n'a pas fait ça pour essayer de calmer et d'apaiser un peu les choses? On a vu le résultat. Le résultat, c'est qu'en réalité, on a envoyé un signal, la France a envoyé un signal à ces gens qui veulent nous détruire, qui veulent déconstruire et culpabiliser la France. On a envoyé un signal qui est le suivant: vous pouvez continuer à avancer, on va reculer. On est prêt à reculer jusqu'à la génuflexion. Et donc, en réalité, qu'est-ce qui vient de se passer? La police a réagi, parce que la police, c'est la gendarmerie. Moi, je connais bien par mon frère, le grand soldat que tous les Français connaissent. C'est un corps social qui a une haute conscience de ses missions, de ses devoirs et de ses obligations morales. Et là, le corps social de la police a réagi, parce que c'est la santé morale, en disant ça suffit comme ça,
Nous, on nous envoie se faire lyncher, se faire prendre des mortiers, les kalachnikovs, etc. Il y a des blessés, il y a des morts, il y a même des suicidés parce qu'ils sont désespérés. Et en face de ça, on a un ministre qui nous lâche, qui nous tire dans le dos, Et on a un président de la République dimanche soir qui se dédouble, alors qu'il avait donné des ordres à Castaner pour régler le problème et à Belloubet. Il est là et il dit « Attention, on ne touche pas à la police ». Alors, il n'y a plus rien. Et là, j'ai entendu en venant tout à l'heure que, en fait, ça y est, on revient à la clé, on revient à tout. La technique, Christophe Castaner revient sur ce qu'il avait dit, c'est-à-dire qu'il pourrait remettre la clé, la prise par le cou. Voilà, en fait, il a dit attention, soupçon avéré, donc présomption de culpabilité, hop, ça saute. On revient maintenant à la situation juridique d'avant, et la clé d'étranglement, on l'a rétablie tant qu'on n'a pas trouvé autre chose. Non, il y a un mélange d'amateurisme, d'inconscience criminelle. Et donc, Emmanuel Macron devrait se séparer, selon vous, alors de Christophe Castaner, si je suis votre cheminement. Écoutez, moi je comprends pas. Je comprends plus Emmanuel Macron. Et pourtant, vous le connaissez bien. Vous avez échangé avec lui, encore récemment. Et qu'est-ce qu'il vous dit, alors, quand vous parlez de ça ? Je comprends pas. Je vais vous donner un exemple. Dimanche soir, il dit on va pas déboulonner les statuts. Donc moi, je me dis c'est bien. Il a compris. Bon. Je lui ai envoyé mon livre, d'ailleurs, dédicacé en disant voilà, la trousse d'urgence. Bon. Parce qu'il a une qualité, c'est qu'il écoute. Il écoute, et plus on est critique, plus il écoute. Bon. Et croyez-moi, comment dirais-je, j'y vais à l'abordage. Vous savez critiquer, quoi. Non, mais j'y vais à l'abordage. Je dis pas tout. Mais je lui dis, vous êtes en train de vous planter. Je lui ai dit depuis le début. Vous êtes en train de favoriser. C'est ce que vous racontez dans votre livre, d'ailleurs. Et vous êtes en train de favoriser une immigration colonisation, Emmanuel. Voilà. Et alors là, il dit, on va pas déboulonner les statuts. Et hier, l'inénarrable, comment il s'appelle, la porte-parole, la pitié du gouvernement, là, la pitié. Voilà. Elle nous dit, on va faire des contre-monuments. Oui. Alors, donc, on va accepter. Non, mais Philippe de Villiers, vous êtes attaché à l'histoire. On peut revoir aussi l'histoire, la réécrire, parce que souvent, elle a été écrite en fonction aussi des intérêts du moment. Oui. Mais... Vous-même, vous êtes revenu, par exemple, sur l'histoire de la Vendée, parce que bien vous sûr. estimez. Oui. Donc, on peut le faire, ça. Alors, vous savez, un jour, je voulais que Turreau soit ôté de l'Arc de Triomphe, et Mitterrand m'avait répondu avec une certaine sagesse. Attention, quand on commence à toucher à l'épigraphie des monuments publics, des monuments publics. Donc là, il ne faut pas y toucher. Alors non, mais simplement, alors il y aura la statue de Balzac, mais comme Balzac était conservateur, il va falloir faire une contre-statue. Il y a la Lyotet, Delattre, Charles de Foucault, tout ce qui mais colonialiste, donc une statue contre eux. Puis après, on va aussi, il faut censurer Molière parce que le féminicide, et puis Voltaire, l'islamophobie, et en fait c'est notre littérature, nos monuments, notre passé, notre patrimoine. Eh bien, moi je dis merde, ça suffit. C'est mon patrimoine, c'est ma France, je veux pas qu'on touche à ma mère. Vous comprenez ? Et ceux qui veulent toucher à notre mère parce qu'ils aiment pas leur mère, ils ont qu'à partir. On leur demande pas de rester. À propos de Sibeth Ndiaye que vous avez évoqué à l'instant, elle a évoqué hier le débat des statistiques ethniques pour recenser les différentes populations d'origine aussi étrangère. Est-ce que vous êtes favorable à ça ou pas ? Non. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que selon le mot du grand historien Jacques Bainville, la France, c'est mieux qu'une race. C'est une nation. La France, elle est multiethnique et uniculturelle. Ils veulent faire l'inverse. Ils veulent une France multiculturelle et monoethnique avec ceux qui ne sont pas oui, mais est-ce que ça ne permettrait pas de connaître un petit peu mieux la réalité en fait du pays ? La question, elle n'est pas là. Non. La question, c'est... si, un peu quand même aussi. La question n'est pas de savoir d'où l'on vient, c'est de savoir où l'on va. Et donc, il y a des Français de souche, des Français de désir. Et puis il y a ceux qui veulent pas être français, ceux qui veulent pas être français, ceux qui veulent importer chez nous une autre civilisation. Désolé, mais on peut pas l'accepter. Ils restent chez eux ou ils font quelque chose ailleurs, mais pas chez nous. Et donc, en fait, le problème des statistiques ethniques, c'est l'Amérique, parce que à partir des statistiques ethniques, ce qu'elle veut dire, Ndiaye, c'est qu'elle veut faire la discrimination positive. Et donc la discrimination positive, c'est une injustice, c'est une inégalité devant la loi. Oui, mais il y a des inégalités aussi, peut-être, non ? Mais il faut accepter le processus lent de la promotion sociale avec l'ascenseur social comme ça a toujours existé. Mais là, en fait, ce qu'on est en train de faire là, vous vous rendez compte,
en quelques années, je me souviens quand je venais à Sud Radio, c'était impensable ce que je vais vous dire maintenant. Alors maintenant, vous avez vu, il y a les Noirs, il y a les Blancs. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Comme aux États-Unis. Donc vous êtes contre les statistiques. Et donc, non, moi je pense que la Martinique a été française avant la Corse, avant l'Alsace, et que la question n'est pas une question de race, c'est une question de culture et de civilisation. Nous sommes un vieux pays aux racines chrétiennes, un pays qui se renie, un pays qui est en évolution aussi, qui est en train de perdre sa communauté de destin. En évolution aussi. Et si l'évolution, ça consiste à perdre le cœur même de notre civilisation, on va terminer comme l'Europe, c'est-à-dire une Europe qui ne sait plus d'où elle vient, qui ne sait plus où elle va. Oui, bon, Philippe de Villiers, vous restez avec nous. On parlera tout à l'heure aussi des personnels soignants et puis de l'appel de De Gaulle, puisque c'est le 80e anniversaire. Juste avant ça aussi, question avec Cécile de Ménibus. Oui, Philippe de Villiers, j'ai lu votre livre. Vous dites que vous êtes proche d'Emmanuel Macron. Pourquoi divulguer des conversations privées qui le mettent plutôt assez mal à l'aise? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de morale? Les conversations privées, quand les partenaires des conversations privées autorisent la publication, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire qu'il était d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron, il n'est pas cachotier pour ça. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais quand il m'a dit le Premier ministre, il gère son risque pénal, il m'a pas dit, vous ne pouvez pas le dire. Oui, il vous le dit en se disant, Philippe de Villiers, il va le rapporter. Quand il me dit, vous ne pouvez pas dire telle chose, je ne le dis pas. Mais d'ailleurs, vous remarquerez que ce n'est pas méchant ce que je dis. Parce que la conversation du Puy du Fou, elle est très intéressante. Parce qu'elle porte sur deux sujets. Première question, il me pose, c'est l'autorité régalienne. Et je lui dis, il faut incarner l'autorité régalienne. On parle de ça. Et deuxième sujet, c'est la question suivante, qui est d'actualité. Est-ce qu'on cherche à adapter la France à la mondialisation ou est-ce qu'on cherche l'inverse, à adapter la mondialisation à la France? Pourquoi j'ai mis cette conversation à l'orée de mon livre? Parce que cette conversation explique tout le reste. Elle donne un éclairage à tout le reste. C'est qu'en fait, quand il quitte le Puy du Fou, il me dit, vous avez raison, il faut adapter la mondialisation à la France. Donc, fini les chaînes de valeur globale, il faut l'autonomie stratégique, il faut la relocalisation. On parle de tout ça, de l'indépendance, etc. Et puis ensuite, il invente un mot, il dit, il y a un seul virus, la lèpre populiste. Et un jour, je lui dis... On y reviendra, Philippe de Villiers, juste après le journal. Je termine, je dis, voilà, j'arrive avec ma crécelle, je suis lépreux, je suis populiste, et je ne me soigne pas. On y reviendra tout à l'heure parce que vous êtes notre invité juste aussi après le journal d'Arthur Laborde dans 2 minutes. Avec notre invité, avec Philippe de Villiers. Auteur du livre Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde, aux éditions Fayard, fondateur bien sûr du Puy du Fou, que vous le connaissez, et ancien ministre. Oui, vous commencez, Philippe de Villiers, votre livre en racontant aussi un peu le confinement et les soirées avec les applaudissements. Aujourd'hui, est-ce que vous allez applaudir et soutenir le personnel soignant qui va manifester, qui réclame plus de moyens dans les hôpitaux? Je comprends très bien ce qu'ils veulent dire. Maintenant, il faut remonter aux causes. On a appauvri l'hôpital pour 2 raisons. La première, c'est que on a considéré qu'il fallait concentrer. Voilà. Et pour être un rural, un provincial, je peux vous dire que les conséquences sont terribles. C'est-à-dire qu'on a créé des déserts médicaux. Et il y a une deuxième chose dont je parlais, parce que personne n'en parle, c'est que l'argent, il va où? L'argent du social. Il y a 40 milliards qui va à des étrangers, souvent en situation illégale. Donc ça, c'est pas des lits d'hôpitaux. 40 milliards. Oui. C'est le chiffre qui a été cité par un rapport récent. Et j'ai vu un autre chiffre qui m'a affolé. Vérifiez-le. 2 millions de fausses cartes vitales. En d'autres termes... il y a eu des chiffres qui ont circulé. Bon, ils ont été plus ou moins revus. En d'autres termes, on accueille la misère du monde entier. Et donc, ça coûte très cher. Et cet argent... on ne peut pas le dépenser pour les lits d'hôpitaux. Voilà, CQFD. Qu'est-ce que vous attendez de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire qui commence aujourd'hui? Qu'elle étudie la question du confinement. Moi, je pense que le confinement fut une erreur. Enfin, le confinement généralisé. Il fallait faire un confinement ciblé géographiquement et ciblé médicalement sur les groupes à risque. Comme on a fait le déconfinement, avec la carte verte et rouge et la règle des 100 km. Là, en confinant pendant 2 mois tout le pays. Les Gaulois réfractaires, comme des troglodytes dans leur falaise de craie recroquevillés, on a tué l'économie.
on a tué l'économie. C'est-à-dire que la reprise sera très difficile. La France est sans doute le pays du monde où la reprise va être la plus difficile. Pourquoi ? Il faudra travailler davantage, parce que comme il y a un débat actuellement. Alors écoutez, déjà il faudrait relocaliser, parce que vous vous rendez compte que moi quand je venais à Sud Radio dans les années 90, je disais c'est une folie que de vouloir tout délocaliser, les fameuses chaînes de valeur globale, avec le libre-échangisme mondial, la mondialisation heureuse dans laquelle Macron a fait ses premiers pas. Le nouveau monde, c'était un monde débarrassé des souverainetés, des nations, des États et du concept de l'indépendance stratégique, etc. Là, en fait, vous vous rendez compte que 80% de nos médicaments sont fabriqués en Asie. Bon, c'est une folie. Donc, il faut relocaliser. Donc si on veut travailler plus, il faut permettre à des Français de travailler chez nous. Bon. Alors Emmanuel Macron a dit que lui-même, évidemment, pendant ce confinement, pendant cette crise, il avait changé, il allait changer, il faut se réinventer. Qu'est-ce que vous lui conseillez alors justement ? Parce que vous discutez beaucoup avec lui. Oui, moi je lui conseille de quitter le nouveau monde qui est mort du coronavirus. Et parce que le nouveau monde, c'était un village global, unifié, sans frontières, et c'était le primat de l'économique sur le politique. Oui, mais on ne peut pas se couper du monde. Non, il s'agit de faire un monde de nations, c'est-à-dire on échange, on conquiert, mais aussi on se défend, et on veille à l'indépendance stratégique. Vous savez, quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, il a dit « Moi, je veux bien continuer avec le marché commun à une condition, c'est qu'on puisse me laisser protéger mes intérêts vitaux. » Une nation, elle a des intérêts vitaux. Et donc, en fait, avec le confinement, on a redécouvert le carré magique de la survie. Premier coin du carré, la frontière. Deuxième coin, la souveraineté. Troisième coin, le local, le circuit court. Et quatrième coin, la famille, qui est la première sécurité sociale. Oui, alors, il dit, Emmanuel Macron, que donc il veut changer les choses. Beaucoup parlent de remaniement. Il y aura peut-être un gouvernement de vaste coalition. Est-ce que vous verriez dans un gouvernement avec Emmanuel Macron, président de la République ? Non, moi j'ai quitté la scène. Non mais là vous parlez trop de politique pour ne pas y revenir à un moment donné, non mais attendez, à Rome il y avait le forum et l'arène. Et c'est pas parce qu'on allait sur le forum se glisser pour se mêler à la Emmanuel Macron, civile. vous en avez peut-être discuté avec lui, non ? À un moment donné, de participer, pourquoi pas, à ce gouvernement ? Non. Et il n'en serait pas question ? Non, mais attendez, moi je participe pas à un dîner de tête. Je suis pas en train de faire le carnaval, là. Non, moi c'est totalement gratuit. Je ne sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais moi je suis un homme traumatisé, désespéré, parce que mon pays est en train de glisser à l'abîme. Et donc vous allez vous engager pour 2022 alors. Et donc vous savez, quand on a créé le Puy du Fou, c'est beaucoup plus qu'un ministère. C'est beaucoup plus qu'un magistère. C'est l'œuvre d'une vie, c'est une principauté. Voilà. Ça, simplement. Donc non mais Philippe de Villiers, vous allez participer à la campagne pour 2022 d'une manière ou d'une autre. Non mais pas du tout. Moi je participe avec vous à autre chose qu'une campagne, beaucoup plus qu'une campagne. C'est à une tentative de prise de conscience des Français, parce que quand ils entendent l'histoire des Tchétchènes, quand ils entendent tout ce que l'on a dit tout à l'heure, toutes les erreurs qui ont été faites, les mensonges dont on est l'objet, la police qui est lâchée par nos hommes politiques, il faut que les Français se dressent, se lèvent, et après chacun fait comme il veut, mais déjà que les Français soient lucides. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on continue le train-train. Vous savez, en fait, il paraît que les médecins disent qu'on s'habitue à une thrombose veineuse. Mais moi, je veux pas que les gens s'habituent. Est-ce que vous pourriez quand même participer aux côtés d'autres à une forme de campagne pour 2022 ou la suite, par la suite ? Non ? Vous imaginez donc alors finalement 2022 Emmanuel Macron face à Marine Le Pen ? Non, moi je ne sais pas ce qui va se passer. Non mais ce scénario, il est possible toujours ? Attendez, non mais la question de 2022, c'est comme si vous me parliez des élections municipales, mais c'est dérisoire. C'est dérisoire parce qu'il y aura un nouveau Guignol. Vous comprenez qu'amusera les chaînes d'infos. Attendez, vous permettez. Emmanuel Macron de Guignol. Mais attendez, c'est beaucoup. Mais tout ça, c'est de la pantomime. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Ils sont en train de laisser glisser le pays à l'abîme. Toute sa substance. Vous vous rendez compte ce qu'on vient de vivre là. Ce qu'on vient de vivre, c'est. Il a parlé de guerre, Macron. C'est le traumatisme d'un peuple amputé de sa liberté fondamentale.
la déchirure des tissus conjonctifs de la France industrieuse, les anciens qu'on a laissés mourir dans leur coin, et en plus la victoire de Créon sur Antigone qui n'a pas eu le droit d'enterrer son frère. C'est une défaite de civilisation. Et vous me parlez de 2022. Ben oui, non, mais parce que c'est bien de critiquer, mais il faut agir aussi, Philippe de Villiers. Vous avez déjà agi. Patrick, vous savez très bien qu'on est dans une pré-guerre civile, là. Bah, je ne sais pas. Ben si, c'est évident. Et vous savez. Et donc alors, il y a François Hollande. Donc il avant faudrait de partir, il a eu un mot juste. Que personne n'a médité. Il a dit « je crains la partition ». Mais c'est même pas la partition, ça sera la sécession. Et Gérard Collomb a ajouté, et il l'a redit récemment, je crains que le côte à côte ne se termine en face à face. Donc ne me parlez pas de 2022. Donc il faudra un général, c'est votre frère alors. Le pouvoir n'est pas une consommation. Le pouvoir, c'est un service. C'est le service suprême. C'est la gratuité. Bon, ce sera votre frère alors, peut-être en général. Mon frère, alors on en parlait beaucoup. Alors mon frère, c'est un grand soldat. Il a servi l'État. Il a été lâché dans des conditions lamentables par le président de la République qui a dit je suis votre chef. Et mon frère, il ne demande rien. Il est dans la gratuité, mon frère. C'est un soldat, c'est un Français, c'est un patriote, et il souffre en silence. Merci Philippe de Villiers, auteur des Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde. Bah, on en a parlé, et donc tout ça, évidemment, c'est dans ce livre. On pourrait encore en parler pendant des minutes et des minutes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Fayard. Oui, c'est aux éditions Fayard. Et tout de suite, c'est le regard libre des